le deuxième était Si vous êtes né au début des années 70 comme moi, vous avez sûrement dû traîner à un moment ou à un autre de votre jeunesse dans les salles d'arcade de votre ville ou de votre quartier. Je me rappelle de cette atmosphère particulière où l'odeur de cigarette se mêlait au brouhaha incessant de ces majestueuses bornes d'arcade parfaitement alignées et formant d'interminables couloirs. Un véritable dédale de machines gigantesques et intrigantes. Pour moi qui n'étais alors qu'un enfant, me retrouver dans un tel endroit me paraissait presque irréel. En plus de ce joyeux vacarme, des haut-parleurs crachaient les hits du moment que l'on pouvait à peine reconnaître tellement ce mélange de sons émanant des bornes était puissant. Je me rappelle comme si c'était hier, et j'entends encore Ray Parker Jr. chantant la bande originale de Ghostbusters, Frankie Goes to Hollywood avec Relax, ou encore Holidays de Madonna que l'on entendait aussi en continu sur la bande FM. Et oui, pour vous situer la scène dans le temps, nous sommes bien en 1984. La première borne sur laquelle j'ai jeté mon dévolu fut Moon Patrol, un célèbre jeu dans lequel on pilote une espèce d'engin lunaire à bord duquel il faut aller le plus loin possible tout en faisant attention aux boss, aux cratères et aux attaques extraterrestres. Puis, après avoir perdu quelques pièces de 1 franc dans la machine, je suis reparti en quête de sensations vers une autre borne qui a tout de suite attiré mon attention. Il s'agissait d'un jeu avec des voitures de course dans un labyrinthe. Mais oui, vous connaissez forcément ce jeu, il s'agit de Rally X. On devait récupérer tous les drapeaux sans se faire toucher par les autres voitures. On pouvait cracher de la fumée pour bloquer les ennemis en appuyant sur le bouton. C'était vraiment terrible. Je n'avais qu'une poignée de pièces et pourtant, je voulais jouer à tout. Donkey Kong, Pac-Man, Pole Position, Taper, Frogger, Time Pilot, Juggle Hunt, Burger Time. Quel bonheur d'avoir connu cette époque bénie des dieux. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64, 6e édition. Rendez-vous à la salle d'arcade de votre ville, votre Commodore 64 vous plonge dans les années 80. Dépêchez-vous d'échanger vos pièces d'1 franc en jetons et c'est parti mon kiki. Oh là, ce jeu va sûrement vous rappeler un ancien hit de chez Midway sorti en borne d'arcade il y a... Ouh là, pas mal de temps déjà. Quelque chose se prépare sur la face cachée de la Lune, dans une zone encore inexplorée. La Terre est en danger. La brise glaciale gèlera le sang dans vos veines, et dans la nuit, votre âme sera perdue dans les méandres du mal. Une armure je dois trouver, un méchant je dois tuer, une nouvelle aventure avec plein de lieux à explorer. Vous prenez Trust et Crazy Taxi, vous les mettez dans un mixeur et vous obtenez Crazy Blaster, un jeu qui va vous faire péter les plombs si vous êtes de nature à balancer votre joystick à la moindre difficulté. Allez, on y va ? Bah c'est parti les petits loulous. Tiens, justement, je vous parlais de salle d'arcade dans mon intro, et comme par hasard, voilà un jeu qui se passe dans une salle d'arcade.
trop fort, il est trop fort. Et oui, dans Arcade Days, vous allez jouer le rôle d'un gamin qui va devoir terminer tous les jeux de la salle d'arcade de la ville pour être le premier dans les high scores de chaque machine et enfin battre la légendaire Kelly. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps récupérer des pièces de monnaie que Kelly laisse tomber malencontreusement sur le sol et les échanger contre des jetons qui vous permettront de jouer aux 18 bornes d'arcade de la salle. La musique et les bruitages sont composés une fois de plus par le talentueux Saul Cross qui est depuis longtemps une référence sur Commodore 64. Les graphismes sont de Trevor Story et la programmation de Stuart Collier. Arcade Days est un jeu très fun qui propose 6 gameplays totalement différents comme Pac-Man, Frogger, Space Invaders, Centipede, Battle Tank et Lunar Lander, avec pour chacun d'eux différentes variantes graphiques. L'équipe d'Icon 64 a réalisé une véritable prouesse technique. Faire tenir 6 gameplays complètement différents, les graphismes des 18 jeux, la musique, l'écran principal, c'est-à-dire celui de la salle d'arcade, ainsi que l'écran de présentation, dans 64 kilo-octets de mémoire, c'est vraiment un sacré tour de force, car le jeu se charge en une seule fois. Malgré tout ça, les jeux sont vraiment très bien réalisés. Ils sont fluides et les commandes répondent parfaitement. Arcade Days n'a été pour l'instant distribué qu'aux participants du Kickstarter ZAB 64 Annual 2021, qui est une rétrospective de l'année 2020 sur tout ce qui est sorti sur le Commodore 64. On y retrouve des news, des tests de jeux et des interviews de personnalités importantes et influentes dans l'univers du Commodore 64. Le seul regret, une fois de plus, c'est que comme 99,99% de tout ce qui sort sur Commodore 64, c'est un ouvrage totalement en anglais. Pour revenir à Arcade Days, sachez qu'une édition boîte collector disquette ainsi qu'une édition Premium Plus et Budget, toutes les deux en disquette également, seront bientôt disponibles en précommande sur le site de Psytronic. D'autres goodies relatives au jeu seront également disponibles et vendus séparément. Vous rappelez-vous de Wizard of War, un jeu d'arcade de chez Midway sorti en 1980, puis porté sur pas mal de machines et bien évidemment sur notre bon vieux Commodore 64 en 1984. C'était un jeu dans lequel on pouvait jouer à 2 joueurs en même temps dans un labyrinthe infesté de monstres et dont le but était de tous les tuer afin d'accéder au niveau suivant et ainsi de suite. Aujourd'hui mes petits loulous, je vous présente Warzone, un tout nouveau jeu très inspiré de Wizard of War mais aussi d'après Balaz, l'un des concepteurs du jeu, également de Xenocrisis. Ce projet est né lors d'une Game Jam. Si vous n'êtes pas familier avec les Game Jam, sachez que c'est un concours où les développeurs essaient de créer un jeu complet sur un thème imposé à partir de 0 en 2 jours. Le thème imposé était juste de faire un jeu rétro. Balaz a eu le temps de rassembler ses amis et démarrer le concours. L'idée était de faire un jeu de tir sur Commodore 64 dans le style de Wizard of War qui se déroulerait dans un labyrinthe sur un seul écran. Il en est sorti un jeu très basique où seulement 2 joueurs pouvaient s'affronter. Nous n'étions alors qu'aux prémices du Warzone que je vous présente aujourd'hui. L'histoire parle d'une organisation intergalactique qui maintient l'ordre dans la galaxie. Cette organisation envoie une sorte de police qui a pour mission de nettoyer les lieux infestés de créatures hostiles et de freiner ainsi leur prolifération. Le gameplay est très similaire à Wizard of War, certes, mais l'action est beaucoup plus frénétique et il faudra collecter un certain nombre d'objets avant de pouvoir ouvrir les portes et accéder à l'écran suivant. La vitesse du jeu augmente au fur et à mesure que l'on collecte les objets et je vous prie de me croire, cela devient vite un véritable enfer. Certains ennemis se déplacent beaucoup plus vite que vous et il vous faudra des réflexes ultra aiguisés pour finir certains niveaux. Et en plus, vous avez un temps limité pour ouvrir les portes. Heureusement, par moment, vous trouverez des bonus de temps, des vies supplémentaires et d'autres bidules qui tueront tous les ennemis d'un coup. Le jeu se joue à 1 ou 2 joueurs, mais attention à ne pas vous tirer dessus car vos tirs ne font pas de différence entre vous, l'autre joueur et les ennemis. Le jeu est purement addictif.
j'ai direct accroché. Sûrement parce que j'adore Wizard of War, mais aussi parce que Warzone apporte une nouvelle dimension à l'original dont il s'inspire sans vraiment le copier. C'est pour moi une véritable réussite. Les graphismes sont très réussis et les animations sont fluides. Chose originale, en fin de partie, vous aurez la possibilité d'enregistrer votre score en ligne dans le Hall of the Best Warriors. Alors vous allez me dire, diantre, mais comment cela est-il possible ? Eh bien les développeurs ont mis au point dans le jeu un système de QR code qui s'affichera sur l'écran et que vous n'aurez qu'à scanner avec votre smartphone. Il vous suffira alors de suivre le lien qui vous sera proposé, de choisir le drapeau de votre pays et votre score sera enregistré. C'est pas beau tout ça ? Hein ? Le jeu contiendra au moins 3 niveaux avec chacun 10 labyrinthes, des décors et des ennemis différents ainsi qu'un boss à la fin de chaque niveau. Le jeu sortira chez Rushing Pixel en édition physique cartouche dans un premier temps. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée. « 20 juin 1944. La fusée allemande V2 est le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace. « 9 décembre 1965. Un objet volant inconnu s'écrase près de Kecksburg, en Pennsylvanie. Un témoin raconte que cet objet ressemble à une espèce de cloche volante. 20 juillet 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin entrent dans l'histoire avec Apollo 11. L'humanité est arrivée sur la Lune. « 4 mai 2026. La sonde lunaire Elliott découvre des anomalies sur le sol lunaire dans la région de la mer des pluies. 30 juin 2027, de nos jours. Les astronautes de l'agence spatiale européenne Ray Lopez alias El Alto et David Settler alias Lemmy arrivent sur le sol lunaire pour y effectuer des forages afin de prélever des échantillons. À leur grande surprise, ils vont découvrir quelque chose que personne n'aurait pu penser. Une base allemande secrète sur la face cachée de la Lune. Stéphane, le développeur de Bad Moon Rising, m'a confié qu'au début du développement du jeu, il n'avait pas forcément pensé à un tel scénario. Au départ, voulant juste créer un jeu dans l'espace, et comme la Lune l'a toujours fasciné, il a donc utilisé un fond lunaire pour tester ses routines d'animation parallaxe. Ensuite, il fallait trouver des forces ennemies, mais la formule des extraterrestres venant envahir la Terre ne lui plaisait pas vraiment. Puis il a entendu parler d'un livre de Hein Lane, Rocket Ship Galileo, et d'un autre ouvrage portant le nom de Nazi on the Moon, ce qui lui a donné envie de regarder le film de science-fiction Iron Sky, qui raconte l'histoire d'une armée de nazis basée sur la face cachée de la Lune et qui se prépare à attaquer la Terre. Cette idée a été une évidence de scénario pour lui. Il tenait enfin le synopsis du jeu. Le déroulement du jeu est séparé en plusieurs parties au gameplay très différent, un peu comme dans Red Over Moscou ou Pitch Head, et je dois vous dire que cela me plaît beaucoup. Stéphane m'a expliqué que l'idée était de faire un jeu qui ressemble à un court-métrage, un peu comme un film d'action de 15 minutes à petit budget qu'un étudiant en cinéma ferait avec ses amis le week-end, avec des scènes différentes en guise de niveau. Dans le premier niveau, on se fait capturer et on se retrouve dans une salle de torture où il faudra résister aux décharges électriques. Le deuxième niveau, quant à lui, se déroule dans une usine de fabrication de la Répulsine, une soucoupe volante imaginée par Schauberger en 1940. Il faudra dans une première partie, à bord de la soucoupe volante, arriver au bout du parcours tout en évitant de toucher les machines et les structures de l'usine. Et dans la deuxième partie, arriver à atteindre la sortie dans un délai de 60 secondes. Une fois ces parcours hasardeux effectués, on se retrouve sur un train dans le niveau 3.
Le décor défile devant vous et il faut tirer sur tout ce qui bouge sans oublier de vous protéger quand cela devient nécessaire. Cette partie du jeu fait vraiment penser au style d'Opération Wolf. Ensuite, il va falloir sortir de la base. C'est la 4e partie. Là, il faut tirer sur les interrupteurs en respectant la numérotation le plus rapidement possible afin que les portes s'ouvrent à temps pour ne pas bloquer votre progression vers l'extérieur. La 5e partie du jeu nous plonge carrément dans un véritable shoot'em up avec un boss à la fin du niveau. Ensuite, pour la 6e étape, vous prendrez la place de Ray, le coéquipier de David, dans le module qui était resté en orbite et allez devoir rejoindre la station spatiale allemande pour vous aligner dessus et récupérer David, mais sur votre chemin, il faudra éviter les débris spatiaux et les tirs ennemis. Dans le dernier niveau, vous serez dans le poste de commande. Malheureusement, le processus d'autodestruction est engagé et vous n'avez qu'1 minute et 20 secondes pour battre Schickler, le commandant suprême, sinon, BOUM! Stéphane a vraiment apporté beaucoup de soin au développement de son jeu qui a duré près de 3 ans en travaillant dessus seulement pendant son temps libre et ça se ressent dans les différents gameplays. Son fils, Armin, a lui aussi participé au projet en tant qu'acteur pour les animations des personnages dans le niveau avec le train et le combat final. Les commandes sont efficaces, aucun ralentissement, les temps de chargement entre les niveaux sont rapides, et ce qui est vraiment cool, c'est que si vous perdez toutes vos vies, vous ne recommencerez pas au tout début, mais juste au niveau où vous avez échoué. Avouez que c'est quand même vraiment cool. Je tiens à remercier Stéphane pour sa gentillesse et sa disponibilité. Bad Moon Rising est disponible actuellement en téléchargement au prix de 5$ sur itch.io, mais si vous voulez l'édition en boîte que je trouve magnifique, vous aurez le choix entre l'édition collector en disquette à 25 livres, l'édition premium en disquette aussi à 15 livres, l'édition budget toujours en disquette à 9 livres, le poster A3 à 2 livres et la bande originale en CD pour 6 livres. Bartosz, le développeur de Beyond Level, m'a confié que le Commodore 64 avait toujours une place dans son cœur. Ah là 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 là, comme je le comprends. Et c'est donc tout naturellement qu'en 2005, il a commencé à développer son jeu sur cette formidable machine. Au départ, tout a été écrit en BASIC, en utilisant un lecteur de disquette pour charger les interactions et les dialogues, mais 5 ans plus tard, il a commencé à y ajouter du code assembleur utilisant des interruptions IRQ ainsi qu'un player pour ajouter de la musique dans son jeu. Il a alors réalisé qu'il pourrait encore y ajouter beaucoup de choses. Il a alors appris l'assembleur et c'est à ce moment-là que le projet a explosé. Aimant les jeux d'aventure où l'exploration et la survie tiennent une place importante, Bartosz s'est inspiré de quelques jeux avec lesquels il a beaucoup joué comme Final Fantasy 1, The Seventh Saga, Omicron The Nomad Soul, Phantasy Star Online sur Dreamcast ou encore Zang Band, un roguelike sur Amiga. Beyond Level contiendra donc entre autres certains mécanismes de ces jeux. Venons-en un peu au synopsis du jeu. Vous décidez de venger la mort de votre père au pays de Beyond Level, où ses yeux se sont figés et son cœur s'est transformé en glace. C'est le pays de la nuit, où la terre se régale de l'agonie. Cet endroit est dominé par les vampires, à la fois animaux et humains. Leur sang a été aspiré jusqu'à la dernière goutte. Ils sont devenus des créatures sans âme, et maintenant, il leur est impossible d'échapper à la malédiction de la soif constante de sang. Même s'il y a des rumeurs d'antidotes, il est plus probable que leur remède ultime soit une épée d'argent. Beyond Level est un CRPG à monde ouvert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader comme bon vous semble de jour comme de nuit. Et oui, la journée, vous allez rencontrer des humains et des animaux comme des chiens, des loups, etc. Mais après le crépuscule, des créatures de la nuit, comme par exemple des vampires qui seront particulièrement dangereux, rôderont aux alentours, attendant leur dose de sang frais. Vous pourrez devenir l'un d'entre eux après une morsure réussie. Ce qui changera le déroulement du jeu et de l'histoire puisque vous ne verrez plus les choses de la même façon. Seul un remède vous permettra de vous sauver de cette issue, mais vous n'aurez qu'1 jour et pas 1 minute de plus pour le boire, sinon vous passerez du côté obscur. Vous devrez sucer beaucoup de sang,
fuirez la lumière du jour, mais vous serez capable de voler. Les graphismes changeront en fonction du jour et de la nuit. Dans ce CRPG, vous ne contrôlerez que vous, mais dans le déroulement de l'aventure, vous rencontrerez parfois d'autres personnages sur votre route qui pourront vous tenir compagnie un moment. Sachez que vous ne pourrez pas gérer leur inventaire, Bartosz a délibérément fait ce choix afin de garder un système d'inventaire simple, car d'après lui, il y aura déjà beaucoup à faire pour gérer les objets classiques et les différents livres magiques. Votre personnage pourra être équipé de diverses armes et armures, les combats se feront au tour par tour, de nombreux objets pourront être collectés et utilisés pour se soigner ou pour lancer des sorts lors des combats. Il sera possible de sauvegarder votre partie quand vous le voudrez, soit en allant dans une auberge ou en utilisant un parchemin magique. Vous pourrez voyager dans les montagnes de Spyria, au milieu d'une forêt morte, dans des sanctuaires, des marais, des cimetières, des villes et des villages. Il vous faudra parler avec plusieurs personnes que vous croiserez pour trouver certains lieux cachés. Le jeu comportera de nombreuses quêtes secondaires qui auront des effets croisés avec d'autres quêtes. Vous pourrez aussi résoudre certaines quêtes en étant quelqu'un qui fait le bien autour de lui ou être plutôt du côté du mal. Bartosz travaille seul, il fait absolument tout, du graphisme aux musiques, des bruitages au codage et même la conception de la cartouche qui est basée sur le système de la Magic Desk. Actuellement, il est en train de peaufiner le moteur du jeu qui lui prend beaucoup de temps. La prochaine étape sera de créer quelques emplacements entièrement fonctionnels, mais pour le moment il est encore impossible de déterminer une date de fin de chantier. Rien n'est planifié pour l'instant. Une édition boîte cartouche avec sauvegarde ainsi qu'un livret contenant des artworks est envisagé. Je vais suivre de très près le développement de Beyond Level et je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution du projet. Pour vous parler du synopsis de Soulless 2, permettez-moi d'abord de vous parler de Soulless premier du nom, sorti en 2012 chez Psytronic, dans lequel un roi fatigué des guerres incessantes a déclaré la paix sur la terre qu'il gouverne. Mais ses généraux n'étant pas en accord avec lui, ont décidé, par l'intermédiaire d'un sorcier, de jeter un sort au roi pour se débarrasser de lui. Celui-ci se tordit de douleur et son corps se transforma en une forme bestiale et son âme fut volée. Il fut enfermé dans une tombe durant de nombreuses années et les guerres reprirent. Jusqu'au jour où un tremblement de terre secoua sa tombe et brisa la paroi scellée, permettant ainsi à cette créature primitive de s'échapper. Maintenant qu'il a retrouvé la liberté, son but, récupérer son âme humaine et rétablir la paix dans le pays. Soulless 2 est la suite directe de son prédécesseur. Vous avez retrouvé votre âme et rétabli la paix. Mais vous devez partir à la recherche d'une armure ancienne, l'armure des dieux, avant que votre ennemi Kalen ne la retrouve en premier. Un peu comme dans Anti-Riad, une fois que vous aurez trouvé l'armure, vous continuerez le jeu tout en la portant, et j'imagine avec certaines capacités boostées et même la possibilité de voler. Je ne peux malheureusement pas vous donner beaucoup plus de détails sur cette suite, car Icon64, l'équipe qui travaille sur le projet, ne communique pas beaucoup sur leur jeu en cours de développement. Ce n'est pas grave, j'ai quand même réussi à savoir que le jeu sera divisé en 4 niveaux et comportera plus de 200 écrans différents, soit 3 fois plus que le premier opus. Assurément de longues heures de jeu en perspective avant d'arriver au bout. Graphiquement c'est plutôt joli, avec des passages en pleine forêt, dans des sanctuaires ou des grottes. Le développement de Soulless 2 a démarré en 2015, actuellement le jeu est pratiquement terminé, il reste encore aux développeurs à créer la séquence d'introduction du jeu et la scène finale. Viendront ensuite les phases de bêta-test. Soulless 2 sortira chez Psytronic en boîte, en version disquette et peut-être aussi en version cartouche. Mais là, rien n'est vraiment sûr. Quant à la date de sortie, il faudra patienter encore quelques mois.
Allez, un petit dernier pour la route, passons maintenant à Crazy Blaster. Votre mission à bord de votre fantastique vaisseau de la mort qui déchire sa race est de sauver des vies. Un groupe de cosmonautes est manquant sur plusieurs planètes et votre mission est d'aller les chercher. Vous allez devoir partir de votre base, piloter votre vaisseau jusqu'aux plateformes occupées par les malheureux cosmonautes, tuer tous les ennemis et revenir à votre base. Dit comme ça, avouez que ça a l'air facile, mais il en est tout autre. Crazy Blaster est un jeu d'adresse dans lequel il vous faudra des nerfs d'acier, ne serait-ce que pour réussir à gérer la poussée des réacteurs, mais aussi pouvoir éviter les ennemis qui vous tirent dessus, forcément toujours au bon moment. Sur les 2 premières planètes, les sauvetages seront plutôt simples, sans trop de difficultés. Par contre, la suite sera un peu plus compliquée. Vos réacteurs n'ont qu'une faible limite de portée et s'essoufflent vite. Il vous faudra donc gérer la poussée de façon à ce que vos réacteurs puissent se recharger à temps pour que vous puissiez atteindre cette satanée plateforme qui est vraiment très loin. Les ennemis se déplacent quasiment un peu comme sur des rails imaginaires en faisant des va-et-vient, mais par contre leurs tirs sont imprévisibles et vous allez devoir tous les tuer. Dans certains niveaux, il faudra passer obligatoirement sur certaines plateformes pour les activer. Crazy Blaster est un die and retry et croyez-moi, vous allez mourir beaucoup de fois avant de pouvoir passer certains niveaux. Chose incroyable, vous pouvez même mourir sur l'écran titre avant même de commencer votre partie. Du jamais vu. À croire que le développeur de ce jeu soit vraiment quelqu'un qui aime faire souffrir les gens. Bref, si vous aimez la difficulté, le challenge et le dépassement de soi, Crazy Blaster est fait pour vous. Ce jeu est sorti en 2019 chez The Future Was 8-Bit en cartouche, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il est maintenant disponible gratuitement sur le site itch.io. Et voilà, c'est déjà terminé. Mais non, c'est pas terminé. Il y a la section bonus enfin. Ah, allez, section bonus. En 1983, l'éditeur britannique Cascade a sorti une compilation sur Commodore 64 regroupant pas moins de 50 jeux. Comme ça paraît génial, mais malheureusement la qualité des jeux de cette compilation était vraiment pitoyable. L'éditeur avait mis le paquet sur la quantité au détriment de la qualité. Et comme si ce n'était pas encore assez, Cascade en 1987 a réédité une deuxième fois cette compilation, mais cette fois-ci en disquette. Bon, pas d'étonnement, ce sont exactement les mêmes jeux que sur la version cassette. Fin 2020, The RVG Squad, en association avec Phoenixware, a organisé un concours de charité consistant à ressortir une nouvelle compilation avec de nouveaux jeux. N'importe qui pouvait y participer et proposer sa création. Il y avait néanmoins certaines contraintes à respecter. Le code final devait être au format PRG et ne devant pas dépasser 4096 octets d'espace d'adressage. Ce concours s'est terminé le 31 mars 2021 et je peux vous dire que d'une manière générale, la qualité des jeux s'est grandement améliorée. C'est en tout 56 candidatures qui ont été soumises et il y a vraiment quelques pépites. Le gagnant du concours est Pix, P-I-X-S, avec son jeu Teeny Bubbles, un petit clone très réussi de Puzzle Bubbles. Les 56 jeux des participants sont disponibles gratuitement, soit en téléchargement sur la page itch.io du concours, dont je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo, mais aussi en utilisation directe via un émulateur en ligne. Je vous propose donc un aperçu du classement des 10 meilleurs jeux de ce concours. Voici donc le grand gagnant du concours avec cette jolie adaptation de Puzzle Bobble rebaptisée pour le coup en Teeny Bubble. Avouez que c'est quand même pas mal du tout. À la deuxième place, Big Time Bugger. C'est un jeu qui a été écrit par un certain Bartos dont je vous ai parlé il y a quelques minutes là, vous savez là au sujet d'un CRPG qui s'appelle Mayon Level. Enfin,
Pour revenir à Big Time Bugger, il est temps de dire un grand non à tous les bugs qui se trouvent dans la mémoire RAM et ROM de votre Commodore 64. Vous devez trouver les 9 bugs cachés dans les emplacements mémoire possibles allant jusqu'à FFFF. Et si vous ne savez pas ce que veut dire FFFF, eh bien ça sera une bonne occasion pour vous d'enrichir vos connaissances en matière de valeurs hexadécimales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez trouver 9 bugs qui se cachent dans, en décimales, ça nous fera 65 535 emplacements possibles. De longues heures en perspective. Là que je parle comme le grand schtroumpf maintenant. Oh, ça va plus, moi. En troisième position, Panic in the Bank. El Gringo est de retour à Tombstone. La vie de pistolero à la retraite est tellement ennuyeuse que notre héros a postulé pour un emploi à la banque. Pourquoi je parle avec un accent espagnol du sud de la France, moi mais je deviens complètement fou, les gars. Complètement fou. Allez, on reprend. El Gringo est de retour dans Tombstone. La vie de pistolero à la retraite est tellement ennuyeuse que notre héros a postulé pour un emploi à la banque en tant que chef de la sécurité. Le travail d'El Gringo est d'éloigner les méchants et de s'assurer que les sacs d'argent sont rangés en toute sécurité. Un jeu très sympa avec un affichage Petsky du plus bel effet qui n'est pas sans rappeler le célèbre West Bank. La quatrième place va à Rogue 4K. Et comme son nom l'indique, un roguelike dans lequel vous allez devoir chercher de l'or dans des cavernes peuplées de monstres peu accueillants. En cinquième position, nous avons Psion Attack 2021, qui est un jeu de scoring et, comme vous pouvez le voir, un shoot'em up dans lequel le but est d'aller le plus loin possible. En sixième place, Lockdown, soit en français confinement, qui est plutôt d'actualité, il faut bien l'avouer. Dans ce jeu, tout en Petsky, vous allez devoir vivre une journée de confinement en famille à la maison. Il vous faudra surveiller vos 2 petites princesses pour ne pas qu'elles se battent. Regardez la télé avec madame pour éviter qu'elle ne vous fasse la gueule parce que vous ne passez pas assez de temps avec elle. Faire votre télétravail, sinon votre boss va vous virer. Et passer du bon temps avec votre Commodore 64 tout en sirotant une bière et tout cela du matin jusqu'à 19h au moment où le livreur de pizza vous apportera votre repas du soir. À la 7e place, il s'agit de Petsky Cave. Bienvenue dans les profondeurs infinies des grottes Petsky. Le but est de chercher des trésors et autres objets secrets, mais méfiez-vous, vous n'êtes pas seul dans ces grottes. Nous avons ici un bon petit roguelike dans la plus pure tradition et bien réalisé, qui je trouve ressemble à Sword of Fargol par moment. Non, vous ne trouvez pas ? Dans les graphismes un petit peu, ça ressemble quand même un peu, hein, faut bien l'avouer. La 8e place va à Lil Red Hatchback, un très sympa jeu de course. Le but est simple, aller le plus loin possible et le plus vite possible avec une seule vie, mes petits loulous. En 9e position, Breakdance. Dans ce jeu, il faudra refaire exactement les mêmes mouvements que votre professeur de breakdance en utilisant le joystick. Vous pourrez, si vous le voulez, vous entraîner pour apprendre les mouvements avant de commencer la partie. Et notre 10e, Don't Block the Box. Vous allez devoir contrôler la circulation pour permettre aux véhicules de traverser le carrefour en toute sécurité. Plus les voitures sortent vite de l'écran, plus vous marquerez de points. Si les voitures sont arrêtées trop longtemps ou s'arrêtent à l'intérieur de l'intersection, votre score diminuera rapidement. Si des voitures tombent en panne, c'est fini. Don't Block the Box est un jeu plutôt original dans lequel on se laisse très vite déborder. Les 10 premiers recevront la fameuse compilation en boîte, évidemment sur cassette. Le grand gagnant, lui, remporte en plus un livre au choix chez Grey Fox Book. Une édition physique en boîte cassette sera disponible prochainement dans le même style que celle de 1983. Pour l'instant, je n'ai pas de date de sortie ni de tarif. Sachez tout de même que les fonds récoltés seront reversés à une œuvre de charité. Ça, je tenais à vous le souligner, car il faut bien l'avouer, c'est une très belle initiative. Et si on parlait un peu de matos, ça vous intéresse aussi, ça, le matos ? Alors, avis aux propriétaires de la cartouche Kung Fu Flash,
Sachez que la mise à jour 1.23 est disponible sur GitHub. Grâce à cette dernière, vous pourrez désormais utiliser les images CRT de la cartouche Super Games. Rappelez-vous, dans ma vidéo Comment fabriquer des cartouches 64K, je vous montrais comment créer vos fichiers CRT à partir d'un dump de jeu. Eh bien, vous allez pouvoir tout mettre dans la Kung Fu Flash et ça va marcher. Excellent, non? Cette mise à jour intègre également le support Prophet 64. Si vous avez envie de vous faire un Commodore 64 à partir d'une carte mère originale, alors la Pulse 64 Alien Eliminator est faite pour vous. Elle est disponible en vert, bleu ou noir sur le site allemand uni64.com. D'après les concepteurs, pour le moins un peu farfelu tout de même, cette carte est principalement un blaster avec affichage et fixation laser, mais peut éventuellement, si vous le voulez, servir de carte mère pour un Commodore 64. Avouez quand même que les mecs, ils ont fumé un peu la moquette quand même là. Hein. Enfin bref, vous trouverez d'autres informations sur cet étrange objet sur le site du constructeur. Tout est expliqué dans un fichier PDF. Je vous conseille d'aller faire un tour également dans la section presse du site et de regarder les différentes photos des autres cartes mères disponibles à l'achat. Vous n'allez pas être déçus. La Pulse 64 Alien Eliminator est vendue complètement nue au tarif de 19,50 €. À cela, il faudra ajouter tout de même 12,50 € de frais de port pour la livraison via DHL. Allez, une dernière news, mais pas des moindres. Sachez que Double Sided Games a ouvert ce mois-ci les précommandes de son dernier jeu pour Commodore 64, Don't Break the Balls. Vous aurez le choix entre la version cassette à 9,99 €, la version disquette à 19,99 € et la version cartouche à 29,99 €. Vous pouvez acheter aussi la version des maths à 4,99 €. Les versions boîte devraient être disponibles pour fin mai. Sachez que quelle que soit la version physique que vous achetez, vous aurez d'office gratuitement la version des maths. Et voilà mes petits loulous, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Mais rassurez-vous, on se donne rendez-vous à la fin du mois de mai pour d'autres news sur votre bon vieux Commodore 64. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort! Vous pouvez reprendre une activité normale. Quant à moi, pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.